dans Fragile mais debout, un podcast sincère à mi-chemin entre la réflexion thérapeutique et le récit intime. Moi, c'est Julie, je suis psychologue clinicienne depuis plus de 20 ans et spécialisée en thérapie cognitive et comportementale depuis 2016. L'épisode que tu t'apprêtes à écouter s'intitule « Les limites, le chemin vers la confiance ». Je crois qu'il existe une promesse silencieuse que beaucoup de parents se font le jour où leur enfant naît. Une promesse qui ne se dit presque jamais à voix haute. Mon enfant ne souffrira pas comme j'ai souffert. Guidés par cet amour immense, nous cherchons naturellement à répondre à ses besoins. Et bien souvent, nous essayons même de les anticiper. Nous apaisons ses peurs. Nous cherchons les mots qui réconfortent. Nous essayons de le protéger des chagrins, des frustrations, des déceptions. Et il n'y a rien de plus beau que ce désir. Mais justement, parce que nous aimons profondément notre enfant, il peut devenir difficile de poser des limites. Difficile d'accepter d'être celui ou celle qui provoque un inconfort émotionnel. Difficile d'accueillir ses colères, sa tristesse, sa frustration ou sa déception sans chercher immédiatement à les faire disparaître. Parce qu'au fond, voir souffrir notre enfant vient souvent réveiller nos propres blessures et l'enfant qui vit encore en nous. Et si, sans le vouloir, notre envie de protéger notre enfant de toutes les tempêtes l'empêchait de développer ce dont il aura besoin tout au long de sa vie, la confiance en lui. Et si notre rôle n'était pas de lui éviter toutes les épreuves, mais de marcher à ses côtés suffisamment longtemps pour qu'il découvre un jour qu'il est capable d'avancer par lui-même. À travers un récit profondément personnel, je t'invite à rencontrer 3 parts qui cohabitent en moi. La psychologue, la mère et une petite fille. Au fil de mon histoire, tu découvriras comment notre passé peut parfois s'inviter dans notre manière d'aimer. Comment certaines de nos réactions, pourtant guidées par les meilleures intentions, répondent parfois autant à nos propres blessures qu'aux besoins réels de notre enfant. Tu découvriras aussi qu'un changement de regard, une réponse différente, un simple pas de côté peuvent transformer une relation. Cet épisode est une invitation à regarder notre parentalité avec davantage de douceur que de jugement, à prendre soin de notre propre santé mentale autant que de celle de nos enfants. Alors si toi aussi, il t'est déjà arrivé de vouloir tellement bien faire que tu t'en es oublié, si tu as déjà eu peur de frustrer ton enfant, de le décevoir, si tu t'es déjà demandé si poser une limite risquait d'abîmer votre relation, ou si tu as parfois ressenti ce besoin presque irrépressible de faire disparaître chacune de ces émotions difficiles, eh bien cet épisode est pour toi. J'espère qu'il t'offrira de la douceur, quelques repères et peut-être un autre regard sur les limites, la confiance, ton enfant et peut-être aussi sur toi et sur cette part de toi qui parfois sans bruit continue d'aimer, de protéger et d'avoir peur. Il y a des épisodes que l'on prépare pendant quelques semaines et puis il y a de ceux que l'on porte en soi pendant des années. Celui-ci fait partie de cela. Il raconte une rencontre, la rencontre entre 3 parts de moi. La psychologue que je suis devenue, la mère que je suis aujourd'hui, et cette petite fille que je croyais avoir laissée derrière moi. Pendant longtemps, j'ai cru que ces 3 parts prenaient simplement le relais, les unes après les autres. Je n'avais pas compris qu'elles dialoguaient en permanence, et qu'il leur arrivait parfois d'entrer en conflit. Je croyais qu'en devenant adulte, on laissait l'enfant derrière soi, qu'une fois psychologue, les connaissances suffiraient à éclairer mes choix, à me protéger de mes propres fragilités. Qu'en devenant mère, je saurais naturellement quoi faire. Il m'a fallu devenir maman pour découvrir que rien de tout cela n'était vrai. Mais cette découverte n'a pas commencé le jour où mon fils est né. Elle a commencé bien avant, dans mon enfance, mon adolescence, mon histoire familiale. Et elle s'est approfondie année après année dans mon bureau de psychologue. Formidable lieu d'observation, d'échange, mais aussi d'apprentissage. Au début de ma carrière, j'accompagnais principalement des adolescents. Les parents étaient présents lors du premier rendez-vous, puis ils quittaient le bureau, du moins en apparence. Parce qu'en réalité, ils ne quittaient jamais vraiment la pièce. Ils étaient présents dans chaque récit, chaque colère, chaque silence, chaque symptôme. Les adolescents me parlaient d'eux, bien sûr, de leurs amis, leur premier amour, leurs enseignants, leurs frères et sœurs, et inévitablement de leurs parents. Parfois avec tendresse, colère, mais presque toujours avec une immense loyauté. Alors très vite, une évidence s'est imposée à moi. On ne rencontre jamais un patient seul. Derrière lui, il y a une famille, une histoire,
des traumas, des deuils, des conflits, des maladies. Et toujours des parents aimants, fatigués, démunis, parfois absents, décédés ou encore maltraitants. Petit à petit, j'ai compris qu'accompagner un adolescent ne consistait pas seulement à lui offrir un espace dans lequel il pouvait déposer ses émotions. Il fallait aussi comprendre le monde dans lequel il grandissait et prendre soin de celles et ceux qui chaque jour façonnaient ce monde avec lui. Alors j'ai ouvert un autre espace, un espace pour les parents, un endroit où ils pourraient enfin déposer ce qu'ils n'osaient dire nulle part, leurs émotions, leurs fatigues, mais aussi leurs besoins, les ressources, l'espoir. Parce qu'avant d'être des parents, nous sommes des enfants qui ont grandi, des femmes et des hommes qui portent encore quelque part en eux les traces de leur propre enfance. Cela fait aujourd'hui plus de 10 ans que j'accompagne des parents. Des centaines de rencontres, des centaines d'histoires. Je souris encore lorsque certains me disent avec malice « Avec un nom comme le vôtre, c'était écrit ». Peut-être ont-ils raison. En tout cas, chacune de ces rencontres est venue renforcer une conviction. Lorsqu'un parent commence à mieux se comprendre, quelque chose change chez son enfant. Lorsqu'un parent retrouve un peu de sécurité intérieure, son enfant semble lui aussi s'apaiser. Lorsqu'un parent apprend à accueillir ses propres émotions, il devient peu à peu capable d'accueillir celles de son enfant. Et celui-ci apprend à son tour à accueillir les siennes. J'ai vu des familles retrouver un équilibre qu'elles croyaient perdu, des liens se réparer, des regards changer. J'ai vu combien une transformation, parfois minuscule chez un parent, pouvait modifier profondément la vie d'un enfant. Non par magie, non, mais grâce à la puissance du lien. Parce que dans une famille, les émotions, les peurs, les blessures circulent, mais la confiance et la sécurité peuvent circuler elles aussi. C'est pour cette raison que la santé mentale d'un enfant ne peut jamais être pensée indépendamment de celle de ses parents. La corrélation est forte. Parfois, elles s'apaisent ensemble. Et parfois, sans que personne le souhaite, elles entretiennent un cercle dans lequel la souffrance de chacun nourrit celle de l'autre. Je connaissais tout cela. Je le transmettais chaque jour aux parents que je recevais. Je leur expliquais les besoins fondamentaux de l'enfant, les grandes étapes de son développement, l'importance de l'attachement, le rôle des limites. Grâce à mes explications, mes conseils, l'analyse des situations problématiques, je voyais des parents reprendre confiance, modifier certaines croyances, changer leur manière d'être avec leur enfant. Je savais que cela fonctionnait, et je pensais être prête à faire ma grande entrée dans la parentalité. Je me souviens avoir souri quelques semaines après la naissance de mon fils, en repensant à ce vieux proverbe. Les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Je faisais exactement ce que je déconseillais aux parents. Ou presque. Je n'avais pas oublié ce que je savais. Je n'y avais simplement plus le même accès. Comme si, tout à coup, la psychologue s'était doucement effacée, laissant toute la place à la mère et dans son ombre, à la petite fille qui vivait toujours en moi. Je ne regardais plus seulement mon fils avec les yeux de la mère que j'étais devenue. Je le regardais aussi avec les yeux de l'enfant que j'avais été. Et peu à peu, ces deux regards avaient fini par se confondre. Je ne voyais plus uniquement ce dont mon fils avait besoin. Je voyais aussi tout ce qui m'avait tant manqué. Je ne répondais pas seulement à ses pleurs. Je répondais aussi à ce que personne n'avait entendu chez la petite fille que j'étais. Je ne cherchais pas seulement à le protéger de la souffrance, j'essayais, sans même le savoir, de réparer mon propre passé. Et tant que je confondais ces deux missions, je ne pouvais pas être pleinement disponible pour les besoins réels de mon fils. Pendant longtemps, je n'en ai pas eu conscience. J'étais persuadée d'être guidée uniquement par l'amour. Et c'était vrai. Mais l'amour emprunte parfois des chemins invisibles. Il répond autant aux besoins de notre enfant qu'aux blessures que nous portons encore. Je voulais qu'il reçoive tout ce dont j'avais manqué. Alors, il me semblait évident qu'il ne devait manquer de rien, qu'il n'attende jamais, qu'il ne soit jamais frustré, qu'il ne connaisse jamais ce vide que j'avais moi si souvent ressenti. Mon intention était profondément belle, mais sans me rendre compte, j'étais passée de la réparation à la surprotection. Je voulais être présente, je devenais omniprésente. J'anticipais chacun de ses besoins. Je répondais avant même qu'il ne formule une demande. Je voulais éviter ses frustrations, apaiser ses peurs, faire disparaître le moindre inconfort. Sans le vouloir, je me rendais indispensable. Et pourtant, quelque part en moi, une petite voix continuait de vouloir se faire entendre. La voix de la psychologue. Elle me rappelait ce que je répétais si souvent aux parents.
Un enfant ne construit pas sa sécurité parce qu'un adulte retire chaque obstacle de son chemin. Il peut ressentir une émotion inconfortable, être frustré sans être submergé. Mais ce savoir ne suffisait plus, parce que la voix de la mère parlait plus fort. Et derrière elle, il y avait cette petite fille, cet enfant qui s'était fait une promesse. Mon enfant ne connaîtra jamais le manque, jamais l'absence, jamais la souffrance. Avec le recul, je crois que beaucoup de parents connaissent ce désir profond. Nous voulons offrir le meilleur, nous voulons leur éviter les blessures que nous avons connues. Alors, nous protégeons, nous intervenons davantage. En oubliant parfois que grandir, ça suppose aussi de rencontrer des inconforts. L'attente, la patience, la frustration, l'échec, tout ça, c'est nécessaire. Parce que la vie n'est pas faite uniquement de réussite et de plaisir. Parce que le monde ne s'adapte pas toujours à nos besoins. Parce que le réel peut parfois être douloureux. Et aussi parce que notre vie émotionnelle est faite d'une palette entière d'émotions, agréables, mais aussi inconfortables. Et chacune d'elles a une fonction. Franchement, je connaissais cette théorie. Je ne vais pas dire par cœur, mais presque. Je la transmettais chaque jour. Mais il me restait encore une chose, à la vivre, à la ressentir, à la traverser. Chaque soir, le coucher de mon fils ressemblait à une succession de rituels sans fin. L'histoire, le câlin, les gratouilles dans le dos, le verre d'eau, le dernier bisou, puis un autre bisou, et encore un dernier. Mon compagnon quittait la chambre, je faisais de même. Quelques secondes plus tard, « Maman !» Je revenais. Une question, une inquiétude, une envie de refaire un câlin, une chaussette qui gênait, une couverture mal remise. Puis je repartais. À peine la porte refermée. « Maman !» Et j'y retournais. Encore, encore et encore. Au début, je ne voyais pas cela comme une difficulté. Je me disais simplement que mon fils avait besoin de moi. Et puisque j'étais sa mère, il me semblait naturel de répondre. À toutes ses demandes, à toutes ses peurs, à toutes ses émotions. Je ne supportais d'ailleurs pas l'idée qu'il puisse s'endormir avec un chagrin que j'aurais pu apaiser. Alors je revenais. Toujours. Les réveils nocturnes obéissaient à la même logique. Au moindre appel, j'étais déjà debout. Avant même d'avoir ouvert complètement les yeux, mon corps était déjà en mouvement. Je traversais le couloir presque sans réfléchir. Je voulais qu'il retrouve le sommeil. Je voulais surtout qu'il ne connaisse jamais cette solitude que j'avais moi tant redoutée lorsque j'étais enfant. À cette époque, je pensais être une mère présente, disponible. Aujourd'hui, je comprends que je confondais deux choses. Être disponible et être indispensable. Pourtant, la nuance est immense. Être disponible, c'est rester présente lorsqu'un enfant a réellement besoin de nous. C'est lui transmettre « je suis là, tu peux compter sur moi ». Être indispensable, c'est croire, souvent sans même s'en rendre compte, qu'il ne peut rien traverser sans nous. Et c'est précisément là que les limites prennent tout leur sens. Parce qu'une limite n'est pas seulement un non, elle peut aussi être un acte de confiance. C'est parfois accepter de ne pas intervenir immédiatement, résister à l'envie de faire à la place, supporter quelques instants d'inconfort pour permettre à son enfant de découvrir qu'il est capable d'attendre, d'essayer, de traverser une émotion difficile, capable de trouver en lui des ressources qu'il ne soupçonnait pas encore. Là encore, je savais tout cela. Je l'expliquais chaque jour dans mon cabinet. Je connaissais les théories, je connaissais les mécanismes. Je savais ce qui pouvait aider un enfant à développer sa confiance, mais lorsqu'il s'agissait de mon fils, dans notre lien, je n'y arrivais pas. Et cette prise de conscience a été profondément bouleversante, mais aussi culpabilisante. Comment pouvais-je accompagner des parents ? Comment pouvais-je leur transmettre des repères, des conseils, des clés de compréhension, alors que je me sentais moi-même incapable de les mettre en œuvre dans ma propre vie ? Cette réalité a ouvert une porte, mais il m'a fallu encore beaucoup de courage pour la franchir, pour accepter de faire autrement, pour apprendre à faire confiance à mon enfant, et aussi à moi-même. Je me souviens d'une nuit. Mon fils devait avoir 5 ans. Il s'est réveillé. Comme tant d'autres nuits auparavant, j'ai ouvert les yeux. Et comme toujours, mon corps s'est levé avant même que j'aie eu le temps de réfléchir. Quelque part, le couloir. Puis je me suis arrêtée, juste devant sa porte. Je l'entendais m'appeler. Mon cœur battait très fort. D'un côté, il y avait la mère. Celle qui voulait ouvrir la porte, le prendre dans ses bras, faire disparaître immédiatement son inconfort. De l'autre, il y avait la psy.
celle qui savait qu'il avait désormais les ressources nécessaires pour retrouver seul le sommeil. Et entre les deux, il y avait cette petite fille convaincue qu'on ne laisse jamais un enfant seul dans la nuit. Cette nuit-là, sans vraiment pouvoir t'expliquer pourquoi, je n'ai pas laissé ma peur décider à ma place. J'ai respiré profondément. Puis, à travers la porte, je lui ai parlé doucement. Je lui ai dit que j'étais là, que je ne l'abandonnais pas, que je croyais en lui, qu'il était capable de retrouver le sommeil, que je resterais tout près. J'ai attendu. Quelques secondes, qui m'ont semblé une éternité. Mon cœur battait la chamade. Une partie de moi voulait ouvrir cette porte. Une autre savait que rester de l'autre côté était peut-être le plus beau cadeau que je pouvais lui faire. Enfin, nous faire. Puis, le silence est revenu. Un silence paisible. Il s'était rendormi, seul. Je suis restée quelques instants dans ce couloir, les larmes coulaient sur mes joues. Cette nuit-là, nous avions tous les deux grandi. Lui, parce qu'il venait de découvrir qu'il en était capable. Moi, parce que j'avais enfin accepté de lui faire confiance. Cette nuit-là n'a pourtant pas tout révolutionné. Il n'y a pas eu de miracle. Les jours suivants, j'ai encore hésité. Parfois, j'entrais dans sa chambre. Parfois, je restais derrière la porte. Le changement s'est construit doucement, à travers des avancées, des hésitations, des retours en arrière, encore et encore. Puis, presque sans que je m'en aperçoive, les réveils se sont espacés. Les couchers sont devenus plus paisibles. En changeant ma manière de répondre, je lui ai offert quelque chose de bien plus précieux qu'un soulagement immédiat. Je lui ai offert la possibilité de faire l'expérience de sa propre compétence. Et sans que je m'en aperçoive tout de suite, ce n'est pas seulement notre quotidien qui a changé, c'est aussi notre relation. J'ai appris à accueillir ses émotions sans me sentir responsable de leur existence, à poser des limites sans avoir le sentiment de l'abîmer, à supporter sa frustration sans vouloir immédiatement la faire disparaître, à lui faire confiance. Mais surtout, j'ai appris à me faire confiance. Bon, c'est pas encore toujours ça, mais honnêtement, c'est beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Aujourd'hui encore, la petite fille que j'ai été vit en moi. Je n'ai pas besoin de la faire taire, mais je ne la laisse plus guider mes choix à ma place. Je ne la laisse plus confondre ce qui appartient à mon enfant avec ce qui appartient à mon propre passé. Aujourd'hui, je peux entendre ses peurs sans les laisser décider de la manière dont je accompagne mon fils. La petite fille est toujours là, mais c'est l'adulte que je suis devenue qui prend les décisions. Lorsque ton enfant pleure, crie, tape, ou plus simplement lorsqu'il exprime une émotion difficile, essaie de te poser quelques questions. Qu'est-ce que cette émotion, ce comportement vient réveiller chez moi ? Ma réaction est-elle ajustée aux besoins de mon enfant ou à ce que cela réveille en moi ? Et surtout, à quel enfant suis-je en train de répondre ? À celui qui est devant moi ou à celui qui vit encore quelque part à l'intérieur de moi ? Les réponses que j'ai apportées au fil du temps à ces quelques questions ont profondément transformé ma manière d'être mère. Alors si je devais te laisser un dernier message, ce serait celui-ci. N'aie pas peur de la frustration de ton enfant. N'aie pas peur de ses larmes, de sa colère. Les émotions ne sont pas des ennemis. Elles ne sont pas faites pour être évitées. Elles sont faites pour être traversées. Je t'invite aussi à te libérer d'une idée reçue qui pèse sur beaucoup de parents. Non, une limite posée avec amour, bienveillance et constance n'abîme pas la relation. Ce qui fragilise le lien, ce n'est pas la frustration en elle-même. C'est une réponse inadaptée, imprévisible, violente, humiliante, ou à l'inverse, l'absence de cadre dont l'enfant a besoin. Les limites, lorsqu'elles sont ajustées, ne fragilisent pas le lien. Elles le sécurisent. Elles offrent à l'enfant un cadre dans lequel il peut grandir. N'oublie pas qu'un enfant n'a pas besoin d'un parent capable de faire disparaître chacune de ses tempêtes. Il a besoin d'un parent suffisamment solide pour rester présent au cœur de l'orage. D'un adulte qui lui transmet bien plus par son attitude que par ses paroles. Un message comme celui-ci. Les émotions ne sont pas dangereuses. Tu as le droit d'être triste. Tu as le droit d'être en colère. Tu as même le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je t'en veux pas. Je crois en toi. Tu es capable. Et si tu as besoin de moi, je suis là. Un enfant n'a pas besoin que nous supprimions toutes ses émotions. Il a besoin de découvrir qu'elles peuvent être vécues, accueillies, dépassées. Il a besoin que nous lui transmettions la confiance de traverser les joies comme les épreuves et de ressentir des émotions difficiles sans être submergé. Peut-être est-ce cela finalement le plus beau cadeau que nous puissions offrir à nos enfants.
non pas une vie sans tempête, mais la certitude qu'ils sauront un jour naviguer par eux-mêmes. Et peut-être que ce cadeau commence par un autre apprentissage, celui de devenir nous aussi des parents capables de poser des limites avec amour, des parents capables d'accueillir les émotions que ces limites peuvent provoquer, capables de supporter parfois la frustration et le conflit. Parce qu'une relation solide ne se construit pas en évitant chaque désaccord. Elle se construit lorsque l'enfant fait l'expérience que le lien demeure, même lorsqu'il est frustré, même lorsqu'il est en colère, même lorsqu'il entend non. C'est d'ailleurs ainsi, peu à peu, qu'il développe une sécurité intérieure et qu'il découvre qu'il peut faire confiance aux autres comme à lui-même. Avant de refermer cet épisode, j'aimerais prendre un instant pour adresser un immense merci à tous les parents que j'ai eu le privilège d'accompagner au fil de ces années. Vous venez souvent chercher des réponses, des clés, parfois un peu de réconfort. Et pourtant, bien souvent, c'est moi qui repars enrichi de nos rencontres. Vos histoires ont façonné la psychologue que je suis, mais elles ont aussi profondément transformé la mère que je suis devenue. Alors merci. Merci de m'avoir confié vos blessures, vos doutes, vos questionnements, vos combats et vos victoires aussi. Merci d'avoir accepté de déposer le temps d'une consultation ce que vous portiez parfois depuis longtemps, en silence. Merci de m'avoir rappelé qu'il faut parfois bien plus de courage pour reconnaître sa vulnérabilité que pour essayer de donner l'image d'un parent toujours solide, toujours sûr de lui, toujours parfait. Chaque fois que vous avez osé regarder votre histoire avec honnêteté, avec douceur, avec bienveillance, quelque chose a commencé à changer. Et souvent, sans même vous en rendre compte, ce chemin de transformation a dépassé votre propre histoire. Il est venu toucher celle de vos enfants. Il a parfois réparé des liens. Il a peut-être même ouvert un chemin différent pour les générations qui suivront. Pour tout cela, je vous suis profondément reconnaissante. Continuons à apprendre les uns des autres. Continuons à grandir ensemble. Continuons, chacun à notre manière, à prendre soin de nous et de notre santé mentale. Parce qu'en prenant soin de nous, nous offrons aussi quelque chose de précieux à nos enfants. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. À très bientôt pour un nouvel épisode de Fragile mais debout. Et d'ici là, prends soin de toi. Ciao.